Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture d'un des romans que ma sœur m'a offert pour Noël. Hop, Le dernier jour d'un condamné, écrit par ce cher Victor Hugo. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Déjà, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 3 jours, je pense. Comme tu peux le voir, le livre n'est pas très épais, hein. Il fait genre 200 pages à peu près. Mais, dans ces 200 pages, j'ai presque tout lu, mais pas tout. Je vais d'abord te parler un peu de ce qui englobe le livre et après je te parlerai du livre en lui-même. Au début, on a une préface. En lisant Notre-Dame de Paris, je m'étais dit, plus jamais de ma vie je lis une préface. Là, je l'ai lu parce que j'ai quand même à chaque fois ce truc de me dire, si je lis pas la préface, c'est je loupe un truc, tu vois. La lecture, elle est pas complète. Là, je l'ai lu, elle était en vrai pas trop longue. Et c'était intéressant, il y avait quelques phrases du roman dedans, donc ça faisait un petit teasing. Donc c'était cool. Ensuite, il y a une espèce de pièce de théâtre. Genre, je sais pas si tu vois, mais ici, il y a le... Hop, c'est pas le focus. Bon, bref. Il y a le nom du personnage et ensuite, il y a son dialogue, comme dans les pièces de théâtre. Et c'est une pièce de théâtre fictive, du coup, où des gens parlent du livre, parce que le livre vient de sortir dans leur monde, tu vois. Ils parlent du livre en mode, oui, un livre où on se met à la place d'un condamné, ça va pas du tout, machin, blabla. Donc bref, j'ai lu ça, c'était un peu bizarre, mais c'était cool en vrai, c'était assez rigolo. Les personnages, ils sont un peu what the fuck, t'as le philosophe, Madame de Blainval, et après t'as le monsieur gros, le monsieur maigre. T'es là, mais c'est un peu chelou. Bon, ok. Euh, voilà, bref, une fois que j'ai lu tout ça, ben on est déjà à la page 40. Le livre commence réellement à la page 40. Donc voilà. Mais il y a encore d'autres trucs. Le livre commence à la page 40, mais finit à la page 140, je crois, un truc dans le style. Parce qu'après, il y a encore plein de trucs. Il y a des notes à la fin. Genre tout ça, c'est pas à la fin. Tu vois, là il y a le livre. Tout ça, c'est pas l'histoire. Il y a des notes. Il y a une préface de Victor Hugo qui date de 1832 du coup, parce que la première préface, elle était de quand ils ont sorti le livre. La préface de 1832, j'ai commencé à la lire, mais c'était trop chiant. Elle durait 40 pages. J'ai lu, je pense, je sais pas, 10 pages, un truc dans le style. Et après, c'était trop chiant parce que je comprenais rien. Voilà, super. Ensuite, il y avait un dossier où il y a toute la vie de Victor Hugo, bon, que j'ai pas lu parce que j'avais déjà lu quand j'avais lu Notre-Dame de Paris et c'est la même. Et ensuite, il y a une petite notice qui a été écrite par je sais pas trop qui, mais c'était hyper intéressant parce que ça ancrait le livre dans son temps et ça disait des trucs du genre, les gens ils ont été outrés quand le livre est sorti pour certaines raisons, j'en parlerai après, et ça explique pourquoi en fait. Et ça, c'était cool. Il y a aussi une lettre de Victor Hugo à son éditeur qui, où en fait Victor Hugo clash son éditeur parce que son éditeur il lui fait oui, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de faire le livre comme ça et comme ça. Puis Victor Hugo il dit en gros, mais mec, si je t'ai approché, c'est pas pour te demander conseil, c'est juste pour que tu médites, que tu M apostrophe édite, hein, pas genre que tu médites Bouddha. Du coup, Victor Hugo il clash son éditeur, je trouve ça trop drôle l'impertinence du gars. Et voilà, après, il y a quelques notes aussi de Victor Hugo, genre de sa life et tout, son rapport à la peine de mort, donc voilà. Mais c'était hyper intéressant à la fin. Et à la toute fin, il y a des notes sur l'argot, parce que l'argot est utilisé, j'en parlerai aussi après, dans le livre, et ça aussi, c'était putain intéressant. Bref, bon, je vais commencer par l'argot, comme ça, c'est fait. En fait, je savais pas, mais l'argot, c'était le langage des prisons, en fait, des prisonniers, des condamnés à mort, ceux qui sont en bagne et tout. Donc c'était hyper mal vu en fait. Et moi je savais pas que l'argot ça venait de là, toi. Je me suis dit l'argot c'est juste, je sais pas, vite fait les racailles, enfin c'était le langage wesh wesh de avant, tu vois. Mais en fait non, c'était vraiment le langage des prisonniers et qui sortait pas des murs des prisons en fait. Et au bout d'un moment, justement dans ce livre, il y a un personnage qui parle qu'en argot parce que c'est un condamné à mort qui rencontre le personnage principal et il lui parle qu'en argot. Et ça a fait toller à l'époque justement, c'est ce qui est écrit dans les notices parce que les gens étaient outrés que bah, dans un livre que tout le monde puisse lire, qui est un langage de prison, enfin de prisonnier. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, l'argot,
bah, comme je t'ai dit avant, je savais pas trop ce que c'était et j'ai appris quelque chose en fait en lisant ce livre. J'ai appris que l'argot, bah, c'était voilà, un langage de prison. Et attends, je vais dire un autre truc, mais ça m'a échappé. Ouais, j'ai trouvé intéressant que moi, c'est un passage que j'ai kiffé, lire en argot, voir les expressions un peu éclatées au sous-sol, parce qu'en dessous, il y avait toutes les traductions en français, on va dire. Moi, c'est un passage que j'ai kiffé alors que les gens de l'époque avaient vraiment détesté, tu vois. C'est marrant comme ça évolue. Un autre truc à dire, j'ai oublié, mais c'est 2 euros pour un classique, et je trouve ça incroyable que des classiques de la littérature soient juste 2 euros en France. Genre, c'est-à-dire que la lecture, elle est hyper accessible, la lecture de ces bouquins, et ça, je trouve ça vraiment très bien, donc bravo Folio, Folio classique. Bref, ensuite, le livre en lui-même, bah, c'est Victor Hugo, donc c'est putain de bien écrit, genre vraiment, j'ai adoré, et entre lui et Notre-Dame de Paris, qui sont les deux Victor Hugo que j'ai lus, j'adore le style vraiment, donc je pense que je vais lire des autres œuvres qu'il a fait. Je pense principalement aux Misérables. Après, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. Il a fait des recueils de poèmes et tout. Ça, pour le moment, ça m'intéresse moins, mais on sait jamais, hein. Là, on s'est ouvert au roman, au BD, un peu tout. Peut-être que dans le futur, on va lire des pièces de théâtre et des recueils de poésie. C'est possible, hein. Je laisse la porte ouverte, mais pour le moment, c'est plus les Misérables qui vont m'intéresser, je pense. Et, euh, et voilà, maintenant on va parler de l'histoire en elle-même. Donc c'est l'histoire d'un condamné à mort. Euh, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il a fait, on sait juste qu'il est en prison et dans 6 semaines il sera exécuté. Voilà. Le roman commence là en fait, l'histoire. Et ensuite, ben, on suit toute sa pensée dans sa tête quand il est dans la prison, dans l'espèce de couloir de la mort, on peut dire. On sait exactement quel jour il va être exécuté. Et du coup, il y a des passages où il a accepté qu'il va mourir, c'est bon, voilà, il va mourir, c'est fini, bref. Et il y a des passages où il a envie de s'enfuir, il a envie de s'échapper, il imagine des plans dans sa tête de fou. Et enfin, j'ai bien aimé l'alternance entre les deux en fait, je trouvais ça fou. Et bon, après, un truc qu'il faut se dire, c'est que c'est Victor Hugo qui a écrit ça à la place du condamné à mort, mais lui-même n'était pas condamné à mort, donc on ne sait pas vraiment ce qu'un condamné à mort pense en vrai. Et chacun pense différemment. Donc voilà, ce livre, c'est pas la réalité. On dirait que c'est la réalité, mais ça l'est pas, tu vois. Mais c'est vraiment très bien écrit que on s'y croirait en fait. Donc ça c'était super cool. Il y a aussi un passage qui m'a vraiment touché. C'est un passage où il y a sa fille qui arrive, sa petite fille de 3 ans. C'est quelques heures avant son exécution, hein. Vraiment, dans 3 4 heures, il sera mort. Et, Et sa petite fille arrive, il la prend sur ses genoux, il lui fait des bisous, puis sa petite fille, elle lui dit, mais vous êtes qui, monsieur? Et pour lui, ça lui met un coup, un coup je sais pas quoi, ça le frappe, ça le touche, parce que sa petite fille, c'est le seul truc auquel il se rattachait en fait, parce que sa mère est malade, son père est mort, et sa femme est malade aussi, donc il ne restait que sa petite fille en fait, comme famille, on va dire un peu lucide et tout. Et ça faisait un an qu'il l'avait plus vue, et là, le fait qu'elle le reconnaisse pas, ben, ça l'a détruit, mais genre vraiment, c'était abusé. Donc ce passage, moi, il m'a vraiment touché parce que ça inclut l'enfance, ça inclut ce sentiment de la personne que t'aimes le plus au monde, elle t'oublie et elle fait sa vie, elle vit sa vie autrement, elle a pas conscience de toi. Je trouve que ça doit être terrible. J'ai eu beaucoup de compassion pour le personnage à ce moment-là. Euh, Ensuite, il y a un autre passage que j'ai bien kiffé, c'est il y a le prêtre, tu sais, qui fait genre avant qu'il soit exécuté, il lui fait ses dernières volontés, il lui dit de la Bible ou je sais pas quoi. Et le condamné à mort a dit, mais ce mec, il s'en fout de moi. Genre vraiment, son sermon, là, il l'a déjà fait à plusieurs autres condamnés à mort. Il le fait tout le temps. C'est un travail pour lui. C'est pas, il y croit plus. Il avait envie, le condamné à mort, de genre, un- qu'on aille chercher un prêtre dans une paroisse quelconque, qui vienne dans la prison, qu'on lui dise, ce mec va mourir dans 2 heures. Fais ton job. Et là, il a dit, putain, là, le curé, il serait touché, il serait à l'écoute, il serait empathique et tout. Pas comme ce mec qui m'ont foutu là. Donc ça, j'ai trouvé aussi très intéressant. C'est une petite critique de, des métiers qui entourent le condamné à mort. C'est un peu comme les croque-morts, en fait, dans notre société, où genre, ils font genre d'être tristes, mais ils le sont pas, parce que pour eux, c'est un métier comme un autre, tu vois. Du coup, ça, j'ai bien kiffé aussi.
Et un autre truc que j'ai adoré et que les lecteurs ben, contemporains à la sortie du livre n'ont pas aimé, c'est qu'on ne sache pas justement qui est ce condamné à mort, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait rien de sa vie, juste qu'il est vaguement jeune et qu'il a eu vite fait une éducation parce qu'il sait parler en latin. C'est tout ce qu'on sait. Et moi j'adore parce que du coup ça fait genre, c'est Monsieur Tout le Monde, tu vois. C'est pas un grand bandit ou je sais pas quoi, c'est pas un mec qui a commis les pires meurtres, viols, je ne sais pas quoi. C'est il peut avoir tué quelqu'un, tout comme, je sais pas ce qui était passible de peine de mort à l'époque, genre insulter le roi. Ça revient au même, tu vois. Et du coup, ça, je trouve ça trop bien. Alors que justement, à l'époque, eux, ils se clamaient, il faut qu'on sache, il faut faire, il faut changer le livre. Enfin voilà, c'était abusé comme ils détestaient ça, alors que moi, j'ai adoré. Donc je pense, que c'est les mœurs qui évoluent, ou peut-être c'est juste mon style aussi, hein, je sais pas. Peut-être que quelqu'un qui lit ce livre de mon époque, genre toi, mon frère, ma soeur, j'en sais rien, bah, voudrait savoir qui est ce personnage, alors que moi, ça m'a pas du tout, ça m'a pas du tout importé. J'ai trouvé ça même bien. Et putain, déjà 11 minutes de vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire sur un si petit livre, c'est fou. Mais il m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je suis très content d'avoir commencé la lecture des livres de ma sœur par celui-là. D'avoir commencé mon année 2025 aussi par cette lecture-là. Est-ce que j'ai encore d'autres trucs à dire? Bah voilà, moi, je suis contre la peine de mort. Ça fait un moment, j'ai fait mon TPA dessus, il y a bientôt 10 ans déjà. Du coup, c'est un sujet qui me touche et ça me donne envie de faire un truc que j'avais vaguement commencé à l'époque. C'est de commencer une discussion, une relation épistolaire avec un condamné à mort. Je trouve que ça peut être tellement enrichissant pour moi et que ça peut peut-être lui faire du bien à lui. Donc, faut que je regarde si je peux trouver le temps de faire ça, mais c'est quelque chose qui me plairait bien, je pense. Et, euh, et voilà, je crois que j'arrive gentiment au bout. Ce que j'ai pas dit, c'est que les chapitres, ils sont courts. Genre, le chapitre, il commence là, puis il finit là, tu vois. Donc, ça, c'était aussi facile. J'aime bien quand il y a ça dans les livres, comme ça me permet de lire ben, assez vite en me disant, ben, là, je lis un chapitre. Ok, j'en ai encore deux, trois, je suis fatigué, j'arrête, tu vois. Pas je me dis, je finis ce chapitre, il fait 15 pages, je prends pas de plaisir parce que j'ai juste envie d'un truc, c'est dormir, mais en même temps, j'aime pas couper mon moment de lecture au milieu d'un chapitre. Donc ça j'ai bien kiffé. Et un truc hyper malin aussi, c'est que le passage où... Parce qu'en fait, on lit les notes du condamné. C'est comme ça qu'est formulé le bouquin. C'est le condamné qui écrit ses notes à la main, machin et tout. Et après, il y a quelqu'un qui les a retrouvées, qui les a reliées et qui en a fait un livre. C'est ça la méta, en fait, du livre. Et justement, le passage où il dit qui il est, ben, les notes, elles ont été perdues comme par hasard. Et du coup, je trouve ça hyper malin de la part d'Hugo d'avoir fait ça. Donc voilà, ça, c'est typiquement le genre de livre que je relirai, je sais pas, peut-être dans un an, dans 2 ans. Mais bon, je relirai que le passage du livre, hein. Je relirai pas la préface, la pièce de théâtre, ça c'est bon. Mais du coup, voilà, il prend 2 3 jours à lire et il est putain de bien. Il est hyper triste des fois, il est porteur d'espoir aussi à certains moments. Donc ouais, je suis très très content de ce choix enfin, que ma soeur m'a offert ce livre. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. J'ai déjà beaucoup parlé. 15 minutes, c'est peut-être l'une des vidéos les plus longues de ma chaîne avec Frankenstein. Je pense que j'ai préféré quand même Frankenstein, mais c'est plus ou moins de ce niveau-là, hein. Et si tout 2025, ça sera comme ça le niveau de lecture, ça va être dur de faire un top 5 pour en fin d'année, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si j'ai réussi à désactiver les commentaires, enfin à réactiver du coup les commentaires. Mets un pouce bleu. Euh, N'hésite pas aussi à me faire un petit vocal pour me dire si t'as kiffé ou pas. Et puis, ben, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!